Et tu pouvais Mais pas... le premier coup d'état, c'était quoi déjà? 99. Ouais, mais c'était Guy quoi, Robert, il est venu nettoyer la maison. On l'appelait le balayeur balayé. Le Père Noël aussi. Le Père Noël aussi. Ouais, Il le est Père venu Noël. le 24 décembre. Il est arrivé le Ouais. 24 décembre 99. Oui, ça... Vous pensez qu'il avait fait exprès, genre il s'est dit. J'ai dit faut qu'on se rappelle de cette date. On se rappellera toute notre vie, du coup. C'était un ancien chef d'État. Général de l'armée. Il parlait pas très bien français. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu à la radio le lendemain là. J'étais avec mon vieux, il dit regardez-moi un analphabète comme ça, il va venir être président de notre pays. Ah ouais, mais lui, ils l'ont vraiment déposé là. Quoi. Après ce premier coup de là, ça s'est enchaîné chaque fois, genre Exactement. 2004, après C'était le point de 2001, départ. 2004. C'était quoi les élections de Gbagbo là tous les 3 ans, genre. C'est vraiment là que ça a été le début de la merde, quoi. Genre, on a commencé à voir des trucs un peu violents, genre des militaires dans les rues. Et nanani, et puis. Les barrages. Après ça, ouais, voilà. Tu sortais sans tes papiers. PC Partout Chris, tu tout vas, ça. tu dois avoir tes papiers. C'est-à-dire que tu prends le. Moi, je sais pas. Kalachnikov tout le Oui, temps, on sous t'a- tes yeux. Tu prends le taxi, tu as peur. En fait, la On violence, voit là que la l'armée, terreur, voilà, ouais, exactement. ouais. L'armée et la violence étaient vulgarisées quoi. En gros, c'était un militaire qui régnait quoi. Donc la violence était banalisée. Eux, ils pouvaient imposer leur violence comme ils voulaient. Non, ils étaient très très violents. Ouais, très violents. Je me rappelle, ma vieille était à Dubaï quand ça a commencé, c'était genre un samedi ou un truc comme ça, le jour où la France a bombardé les hélicoptères ivoiriens, donc les gens commençaient à sortir dans les rues, commençaient à tout casser, nous on est rentrés à la maison, j'étais chez moi avec Jo et puis Mélissa, et puis Tante Néné, une de mes tantes un peu folle. Et les gens commençaient à sortir dans la rue, c'était en mode ambiance émeute dans Abidjan quoi, je sais pas si vous vous rappelez à cette époque là. Et le soir, genre on entendait les gars passer dans les rues, taper au portail en disant est-ce qu'il y a les blancs dans cette maison, est-ce qu'il y a les blancs dans cette maison, tout ça. Et nous on habitait à Billetterie, donc il y avait que tous nos voisins, c'était des Français, les voisins juste à côté de chez nous. C'était 2 Français. Nos maisons communiquaient un peu par l'arrière, tu vois, donc ils se tapent, ils disent ouais, que genre il y a les gens qui... Il y a les gens qui cherchent les blancs dans le quartier, est-ce qu'on peut venir se cacher chez vous quoi. Et donc, il y avait personne, c'est moi le grand frère dans la maison. Et genre, il a dit, ouais, que les fois, ils venaient, ils se sont cachés dans les dépendances au fond de la maison. Les gars sont venus frapper à la porte, c'est dit, non, qu'il y a personne, il n'y a pas les blancs ici, que c'est à côté, ils ont tapé chez les voisins, il y avait personne, ils n'ont rien entendu. Et finalement, ils sont partis dans le truc et les gars sont repartis, les 2 Français sont repartis chez eux le lendemain, quoi. Et moi, ma vieille est arrivée un jour après. Bagages, tout, on a fait tous nos bagages, on est allé au Bima et 2 jours après on décollait évocation pour la France. Que le temps passe comme le Mistral, des nuits d'espoir comme le Mistral, des mystères mitraillent, des vies tracent l'histoire puis Les conditions financières dans lesquelles j'ai grandi étaient, on va dire, très restrictives. Mes grands-parents sont pauvres, c'est des paysans. Et mon père s'est énormément battu dans son enfance et dans sa jeunesse. Il a voulu inculquer et donner cette éducation qu'il a vécue dans son enfance à ses enfants. C'est une précision qu'il faut apporter. Hein. C'est exactement, j'ai actuellement 12 frères et sœurs, dont 4 frères. Et le reste, pour faire les calculs plus facilement, ce sont des sœurs. Donc 9 sœurs pour être un peu plus précis. Quand j'avais 4 ans, mon père était expatrié en France, donc j'ai eu un petit court passage à Paris, mais j'étais vraiment petite. Donc du coup, j'ai appris à lire et à écrire en France. Du coup, quand je suis revenue à Abidjan, effectivement, je parlais comme une petite blanche par rapport à mes autres camarades, et donc ça a commencé comme ça. Donc on considérait déjà que j'étais la petite blanche du coin. Et pourtant, quand je suis arrivée ici, c'était plus le cas. Le rapport que j'avais avec Abidjan, c'était mes parents, c'était les vacances, certains oncles, certaines tantes qui venaient passer des séjours à la maison. J'avais quelques amis ivoiriens. Je suis arrivé à Abidjan depuis 3 ans. J'ai quitté Paris parce qu'on m'offrait du travail ici. Je travaille comme concepteur-rédacteur dans une agence de publicité. Ouais, moi je pense que c'est même pas patriotique, genre ouais c'est mon pays, je dois rentrer, tu vois, c'est pas un sentiment de devoir quoi, c'est un sentiment de... Genre c'est plus de l'ordre du c'est un devoir que tu mets en fait, ça te fait plaisir d'avoir ce devoir là en fait. Non c'est bon, mais c'est vrai que depuis quelques années je me dis si je peux peut-être ne pas rentrer, peut-être que je peux ne plus avoir envie, avoir besoin de rentrer, en tout cas m'installer comme je l'avais il y a 3-4 ans, tu vois. Ouais. Parce que des fois, ce qu'on m'explique aussi, il y a des gens qui vont et qui te disent bon, après les vacances, justement.
à rentrer, pourquoi ne pas rester ici pour faire sa vie ici, étant donné que j'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Et très facile, je vais répondre à ça comme j'aime bien le faire avec une petite illustration. Nous sommes reconnus, nous sommes des BT, nous sommes reconnus comme un peuple étant très fier et très guerrier. Et chez nous, il y a un adage, ou du moins une petite anecdote qui dit que si tu vas chez ton ami et que tu t'assois dans son salon, tu vois que c'est très bien confortable, tout est bien rangé, tout est bien ordonné et tout ça. Et parce que c'est tellement bien, tu te sens bien, tu ne veux plus retourner chez toi, tu veux vivre chez ton ami, rester là. Alors toi, la personne qui fait ça, tu es une personne qui est honteuse, ou du moins qui est l'incarnation de la honte. Je ne me vois pas du tout à Abidjan, je me vois bien à Paris, je me verrais même ailleurs, c'est possible. Parce que déjà j'ai ma boutique ici. Le fait d'avoir une entreprise ici, je ne vais pas abandonner mes salariés du jour au lendemain déjà, donc ça fait que je suis ancrée. Et puis le système de sécu il n'est pas encore entièrement mis en place, donc il faut payer les frais à l'avance. Donc si tu as une urgence et que tu n'as pas de cash sur toi, tu peux mourir bêtement parce qu'on n'a pas pu acheter à temps les médicaments ou si tu as un accident sur la route. T'es un peu foutu quoi, parce qu'il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas de... Comment ça, il n'y a pas de pompiers? Mais non, il n'y a pas de pompiers. Il n'y a pas de pompiers en Il n'y a pas de pompiers. Si, ils sont là, mais bon, t'appelles, ils te disent qu'il n'y a pas d'essence, ils viennent pas quoi. Ils viennent pas en fait. Et le temps passe comme le Mistral, les nuits d'espoir comme le Mistral. C'est tout ce que ces dernières années, depuis 2002, la Côte d'Ivoire c'est pas très stable. À chaque élection ou chaque changement politique, il y a des troubles et ma famille a été victime de ça aussi, donc on est tous partis. Notamment mon père aussi qui ne peut pas rentrer à Abidjan, et même moi la dernière fois que je suis rentrée, on m'a tilté sur mon nom. Donc c'est vrai qu'il y a ça aussi qui fait que est-ce qu'on a envie de s'installer dans un pays où dans les prochaines élections, il va falloir peut-être partir en catastrophe. Du jour au lendemain, on m'a réveillée le matin, 6h, je me rappelle très très bien. On m'a dit, Karel, tu fais tes affaires, là, tu boucles une petite valise, là. Mais toi, tu es française. C'est ça le truc, c'est que moi, à l'époque, je n'étais pas française. Comme je n'étais pas française, il y a eu un moment au lycée où apparemment, il y a des gens qui sont rentrés et tout, ils nous ont fait sortir des classes. Ouais, sortez. Et ils prenaient tous les Français, en fait. Je me rappelle très bien, il y avait même les gens de la BAD, en fait, l'hélicoptère est descendu. Les gens de la BAD, ils appelaient les enfants de la BAD, ouais, rentrez, rentrez. Pendant les événements, mon père me disait ouais non mais d'abord ils vont prendre les blancs, après ils vont prendre les métis et puis ils vont nous prendre en dernier. Et c'est avec mon visa de visiteur que je suis venue en France. J'étais pas française et je suis retournée à Abidjan pour faire mes papiers et c'est simplement parce que j'avais des bonnes notes qu'ils ont donné, parce que mon cousin est reparti, ils l'ont bloqué à Abidjan, ils disent non toi tu repars pas. Alors parce que en fait on était pas clandestins mais genre comment dire, on n'avait pas les papiers quoi, j'étais sur le territoire sans papiers. Et donc en fait on est retourné pour faire les papiers à Abidjan et parce qu'on avait des bons résultats, c'était on peut dire l'immigration choisie quoi, Frédéric et moi, donc mon frère. Et donc là Et le temps passe comme le Mistral, les nuits d'espoir comme le Mistral. Mon pays sort, la Côte d'Ivoire sort d'une crise socio-politique. Lorsque je suis retourné pour la dernière fois en Côte d'Ivoire, j'ai vu qu'il y a eu une énorme dégradation du système de fonctionnement de l'État, dégradation aussi des infrastructures socio-économiques, même au niveau de la santé. J'ai appris dernièrement qu'il y a une personne qui est décédée parce qu'elle a manqué des premiers soins. Et ça fait partie de plein de choses, plein de trucs qui m'ont choqué et qui continuent même à me choquer aujourd'hui. Partie de mon pays, c'est dans une logique de partir découvrir ce qui se fait de beau à l'extérieur. Je suis comme un explorateur qui part de sa base, voilà. Je dis que chez moi, je sens que ça ne marche pas très bien. Je vais découvrir de nouvelles choses. Ce que j'ai appris ici, je vais le refaire là-bas. De la même manière, je l'adapte localement. Il y a un peu ça, tu vois. On peut faire un contrôle en amont. Mais est-ce que nous, on n'est pas trop éloignés de la population? Parce qu'on est un peu une élite, enfin je sais pas, est-ce qu'on n'est pas trop déconnecté de la population? C'est la seule chose pour le retour qui me fait peur, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'on y arrive là. C'est le sentiment de finalement je suis ivoirienne mais je n'arrive pas à... Exactement, c'est ça mon problème. Ça c'est la base, parce que tu viens, la solution.
quand tu arrives ici, tu as une envie de créer quelque chose, de faire des choses bien. Et tu vois que les mecs, que l'environnement même n'est pas encore prêt pour tout ça, mais que c'est en train de se préparer. C'est en train de se préparer. L'avenir économique est ici. Mais je sais pas si ça va être un avenir radieux, tu vois. Surtout si les États africains eux-mêmes ne se prennent pas en main. Je pense que c'est des choses qui sont dites tout le temps de la même manière, mais je pense que c'est un peu vrai aussi. Ouais, c'est un peu vrai. Il faut que les Africains eux-mêmes... Et quand je parle des Africains, je parle pas des présidents qui se font élire, etc. Je parle des gens eux-mêmes, tu vois, qui est plus d'initiatives indépendantes, qu'on ne soit pas toujours en train de courir après de l'argent des autres. Voilà, c'est plus ce genre d'avenir qui serait correct pour l'Afrique. Dans l'absolu, tout le monde a envie de développer son pays. Après, c'est vrai qu'à l'échelle individuelle, c'est un peu compliqué. On se dit, il y a quand même beaucoup de choses à porter sur les épaules. On évoquait le fait d'éventuellement ouvrir un Ayenka. Là-bas, ça pourrait être une alternative. Ouvrir, mais toujours en étant sur les deux pays finalement. Et le temps passe comme le Mistral, les nuits d'espoir comme le Mistral, des mystères mitraillent, des vies tracent l'histoire puis taille. Je pense que je suis sur la bonne voie. J'ai rencontré ma future femme, en tout cas je l'espère. Et puis j'ai encore j'ai des rêves, j'ai des idées, j'ai envie de faire des choses. Ça me manque quand même. Ça me manque pour les vacances parce qu'il y a ma famille, il y a la bouffe, la nourriture, la famille, enfin l'ambiance, le climat, la plage, tout ça. Donc ça manque. Je m'éloigne un peu de la culture ivoirienne, mais sans pour autant adhérer à 100% de la culture française. Je ne me sens pas 100% française, ça c'est sûr. Tout comme je ne me sens pas 100% ivoirienne en fait, donc je suis un peu entre les deux. Ça fait 3 ans que je n'y suis pas allée, je ne vis pas là-bas, je ne travaille pas là-bas, j'ai pas de maison là-bas, j'ai même pas de carte d'identité ivoirienne. J'ai mon passeport ivoirien et mon titre de séjour français. Donc oui, c'est normal qu'ils me considèrent comme une étrangère finalement. Mais tout comme en France, on me considère comme une étrangère, mais ça, bon, on vit avec. Hein. Ça, je suis entre les deux. Pas de pays en fait. Can we build a society where everybody integrated can live together in peace? I say yes, we can. Ça, c'est la réponse de Bama. Et cette question avait été posée par Abraham Lincoln. Est-ce qu'on pense que nous pouvons vivre dans une société dans laquelle tout le monde est bien intégré, noir, blanc, toute race, toute origine, toute culture? Il avait posé cette question et personne n'avait répondu. Et après, il était mort. Et plus tard, Obama a repris la question. Son discours phénoménal, emblématique, avant son élection, il a dit « Yes, we can ». Oui, nous pouvons. Et le temps passe comme le Mistral, les nuits d'espoir comme le Mistral, des mystères mitraillent, des vies tracent l'histoire puis taille.